L'armée israélienne a annoncé ce week-end qu'elle avait éliminé le chef de la branche d'ISIS dans la bande de Gaza, alors que l'échelon politique israélien a réaffirmé qu'il était inutile de parler d'un accord partiel et qu'il prévoyait d'aller de l'avant avec la manœuvre militaire dans la ville de Gaza. Les services de renseignement de Jérusalem et de Washington ont conclu qu'aucune percée n'était attendue dans les négociations de sitôt, car le Hamas continue de faire des demandes absurdes et maximalistes. Dans le même ordre d'idées, le célèbre porte-parole du Hamas, Abu Obaïda, a été éliminé lors d'une frappe des forces de défense israéliennes au cours du week-end, tandis que les restes de 2 otages morts en captivité après avoir été kidnappés le 7 octobre 2023, Idan Chetivi et Ilan Weiss, ont été retrouvés. Au nord d'Israël, le Liban est confronté à une crise sans précédent, tandis qu'au sud, l'armée israélienne confirme que ses frappes dans le quartier de Sanaa vendredi ont permis d'éliminer le premier ministre Houthi ainsi que d'autres hauts responsables. Bienvenue à Boots on the Ground. Je suis votre hôte, Yair Pinto, et je vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. L'armée de l'air israélienne a donc lancé une attaque dans la région d'El Bourij, au centre de la bande de Gaza, au cours du week-end, ce qui a permis d'éliminer le chef de la branche d'ISIS à Gaza. Par ailleurs, le porte-parole du Hamas, Abu Obaïda, a été éliminé lors d'une frappe de précision effectuée avec l'aide des autorités de sécurité et des services de renseignement militaires israéliens. Nous vous présenterons le rapport complet. Au milieu de toute cette activité cinétique sur le terrain à Gaza, l'Égypte a informé les Américains au cours du week-end que le Hamas n'était pas disposé à discuter de la fin de la guerre dans les conditions exigées par Israël et qu'il formulait lui-même des exigences absurdes. Nous vous donnerons tous les détails à ce sujet. Dans l'arène du Nord, les forces de Tsahal ont mené une série d'opérations nocturnes dans le sud de la Syrie au cours du week-end, arrêtant des terroristes qui menaient des activités de terreur contre nos troupes. Au Liban, des signes de plus en plus nombreux indiquent que l'armée nationale et ce qu'il reste du Hezbollah sont sur une trajectoire de collision et le pays des Cèdres devrait bientôt être le théâtre d'une nouvelle guerre civile. Au sud, les forces de défense israéliennes ont confirmé dimanche matin que lors de la frappe de vendredi sur Sanaa, la capitale du Yémen, Ahmed Ghalib al-Gawahi avait été éliminé, ainsi que d'autres hauts responsables houthis, y compris ceux qui occupaient des postes clés et étaient responsables du travail forcé et du renforcement de l'armée. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous donnera les détails de l'opération au cours de laquelle Israël a écarté un plan contre l'Iran dont le monde entier parle. Il s'agissait notamment de pirater et de suivre les téléphones des gardes du corps des hauts fonctionnaires iraniens, des scientifiques nucléaires et des généraux du CGRI, ce qui a permis à Israël de les cibler en vue de leur élimination dès les premières heures du conflit. Toutefois, l'Iran a également des atouts à faire valoir, notamment une cyberattaque qui s'est déroulée à la vue de tous. Un nouveau rapport de la société israélienne Dream Security révèle que l'Iran a mis en place une société d'hameçonnage sophistiquée via une boîte aux lettres diplomatique compromise dans le but d'espionner les pourparlers de cessez-le-feu au Caire et de nuire aux missions diplomatiques dans le monde entier. Nous avons donc beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 695e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent sous l'autorité du corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran qui est à la tête de l'axe du mal qui s'effondre au Moyen-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à continuer à diffuser la vérité, à partager et à nous suivre. Boots on the Ground travaille jour et nuit pour vous apporter toutes les informations sur ce qui se passe en Israël. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous abonner ou faire un don en cliquant sur « Faire un don » sur YouTube et ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Commençons par les nouvelles de la bande de Gaza. Au cours de la semaine dernière, les forces de défense israéliennes ont frappé et éliminé le chef de la province palestinienne de l'organisation terroriste ISIS dans la bande de Gaza, le terroriste Mohamed Abed El-Aziz Abu Zubaydah, dans la région d'El Bourij.
El-Aziz Abdou Zubaydah occupait le poste le plus élevé de l'organisation terroriste ISIS à l'intérieur de Gaza et était responsable de la définition de la politique, de la planification et de l'exécution des plans d'action de l'organisation dans la région, y compris dans les zones administrées par l'autorité palestinienne en Judée et en Samarie, ainsi qu'à l'intérieur de la péninsule égyptienne du Sinaï, à la frontière avec Israël. Bien que les médias n'y aient pas accordé beaucoup d'attention, ISIS a pris une part active au combat contre les forces de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza en important des armes et de l'argent de toute la région. Il est possible qu'il poursuive cette activité à l'avenir, mais il devra le faire sans Abu Ubaida. Dans le même ordre d'idées, les forces de défense israéliennes et l'autorité israélienne de sécurité, sous la direction du commandement Sud et des services de renseignement militaire, ont mené une frappe aérienne samedi soir sur un bâtiment où se trouvait le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abu Ubaida. Selon l'armée, avant l'attaque, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils, notamment l'utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et des renseignements supplémentaires. Cependant, le week-end a également été marqué par une mauvaise nouvelle, puisqu'un véhicule blindé de transport de troupes Namer des Tzahal a roulé sur une charge explosive vendredi dans le quartier de Zaytoun, dans le sud de la ville de Gaza. Un soldat a été modérément blessé et 6 autres soldats ont été légèrement blessés. Ils ont tous été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux et leurs familles ont été prévenues. 5 de ces soldats blessés avaient quitté l'hôpital samedi matin. Pendant ce temps, l'armée tente de pousser les centaines de milliers d'habitants de la ville de Gaza à se diriger vers le sud avant le lancement de l'opération Chariot de Gédéon B. Et un responsable israélien a déclaré à l'Associated Press que les largages aériens d'aide humanitaire au-dessus de la ville de Gaza seraient bientôt interrompus et que l'arrivée de camions humanitaires serait réduite. Cependant, on ne sait pas encore quand cette opération débutera, même si la paix a noté que ces derniers jours, les largages quasi quotidiens d'aide humanitaire au-dessus de la ville ont cessé et que samedi, les forces de défense israéliennes ont annoncé l'annulation des pauses humanitaires dans la ville de Gaza. Parallèlement à ces rapports, la municipalité de Gaza met en garde contre une situation humanitaire grave dans laquelle des centaines de milliers de personnes s'entassent dans le centre et l'ouest de la ville. Dans le même temps, le Hamas tente d'effrayer les habitants en leur disant qu'il n'y a nulle part où aller, arguant que dans le sud, il n'y a pas d'espace disponible. L'organisation terroriste qui a lancé cette semaine une campagne visant à empêcher les habitants de quitter la ville dans les parties nord de Gaza afin qu'ils servent de boucliers humains, a affirmé qu'à partir d'ici, on ne peut vivre qu'au paradis. C'est ce qui ressort de leur campagne. Pendant ce temps, des rapports palestiniens indiquent que les frappes aériennes se poursuivent sur les positions du Hamas dans la ville de Gaza dans le cadre d'une opération terrestre menée ce week-end qui a permis de retrouver les restes de 2 otages israéliens qui avaient été kidnappés dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023 et sont morts en captivité. Les dépouilles ont été identifiées comme appartenant à Idan Shativi et Ilan Weiss. Voici l'histoire de l'opération complexe qui a permis de les retrouver. Idan Shativi a été enlevé dans la région de Tel Gamma, puis assassiné par le Hamas après avoir tenté d'évacuer et de sauver d'autres personnes du festival Nova Music le 7 octobre. Il n'avait que 28 ans. Ilan Weiss, membre du kibbutz Be'eri, a été enlevé chez lui le 7 octobre 2023 par des terroristes du Hamas, puis assassiné. Il avait 55 ans au moment de sa mort. Sa femme Shiri et leur fille Noga ont également été enlevés et ont été rendus dans le cadre du premier accord de cessez-le-feu visant à libérer les otages en novembre 2023. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rapporter chaque développement dans les combats dans la bande de Gaza. Continuez donc à répandre la vérité, partagez et cliquez sur ce bouton d'abonnement pour rester au courant de ce qui se passe en Israël en temps réel et ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Nous continuons à nous concentrer sur la bande de Gaza, mais nous passons légèrement de la situation militaire à la situation humanitaire. Les préparatifs des forces de défense israéliennes et des autorités de défense en vue de la conquête de la ville de Gaza se poursuivent, mais ils ne semblent pas avancer au rythme prévu.
Selon les estimations des autorités militaires, au cours des 3 dernières semaines d'opération des forces de défense israéliennes dans la périphérie de la ville de Gaza, seuls environ 10 000 Gazaouis ont quitté cette zone pour se diriger vers le sud sur 1 million de personnes qui devront finalement se déplacer. À ce jour, Israël a autorisé l'entrée de plus de 3000 tentes familiales et autres abris dans le sud de la bande de Gaza et 1 000 tentes supplémentaires achetées par des organisations humanitaires devraient arriver la semaine prochaine. Pendant ce temps, au cours du week-end, les Émirats arabes unis ont inauguré la nouvelle conduite qui achemine l'eau provenant des usines de dessalement Emirati situées sur le territoire égyptien vers la région d'Al-Mawassi, au sud de la bande de Gaza et qui s'étend sur 7,5 km. Elle devrait fournir 15 litres d'eau par personne et par jour. Nous revenons maintenant à l'actualité, alors que le cabinet de sécurité politique se réunira dimanche soir pour une réunion décisive axée sur l'approbation du plan des forces de défense israéliennes visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Cela fait suite à la réunion du cabinet la semaine dernière, qui s'est tenue en composition incomplète et n'a pas abordé la question de Gaza, mais a traité des questions de sécurité. Une source politique a précisé avant la discussion que seul le plan militaire serait à l'ordre du jour et non la question des otages. La source a ajouté que s'il y a un accord, l'accord sera conclu pour tous les otages, ceux qui sont en vie comme ceux qui sont morts. Le cabinet a déjà approuvé le 8 août les grandes lignes de l'examen de l'opération à Gaza. Mais la soirée de dimanche sera consacrée à l'approbation du plan détaillé, y compris le calendrier, le déploiement des forces, les systèmes d'entrée et d'autres mécanismes de coordination. Selon les informations publiées, la phase d'entrée dans la ville devrait durer plusieurs mois et comprendra une opération humanitaire visant à établir des camps dans le sud de la bande de Gaza, une évacuation progressive des civils, un encerclement complet de la ville de Gaza et enfin une manœuvre terrestre accompagnée de frappes aériennes. Parallèlement aux préparatifs diplomatiques, les forces de défense israéliennes ont exclu la ville de Gaza des trêves humanitaires localisées et l'ont définie comme une zone de combat dangereuse, ce qui constitue un autre signe que la campagne approche de sa phase décisive. Selon les estimations, Israël contrôle déjà environ 75% du territoire de la bande de Gaza et la conquête de la ville de Gaza est perçue par les forces de défense israéliennes comme une étape décisive qui entraînera l'effondrement des capacités de combat du Hamas. Tout cela se déroule parce qu'à Jérusalem et à Washington, on estime qu'il n'y aura pas d'avancée significative dans les prochains jours concernant un cessez-le-feu et un accord pour libérer ces otages prêts à être libérés. L'Égypte a récemment informé les Américains que le Hamas n'était pas disposé à discuter de la fin de la guerre selon les conditions exigées par Israël, notamment son désarmement et son éviction du pouvoir. De plus, le Hamas pose ses propres conditions pour accepter les négociations visant à mettre fin à cette guerre, notamment l'engagement préalable d'Israël à se retirer complètement et le maintien des forces armées du Hamas pour assurer l'ordre pendant la période de reconstruction. Une source politique israélienne a commenté ces développements en déclarant que la pression militaire qui a conduit le Hamas à accepter la majeure partie du cadre de Witkoff est le seul facteur qui contraindra le Hamas à faire davantage de compromis et à parvenir à un accord. Et pendant ce temps, les Américains estiment que le Hamas, malgré l'érosion de son pouvoir et malgré la crainte intense d'une opération militaire israélienne, espère toujours que la pression internationale et les dissensions internes mettront fin à cette offensive. Au cours de la semaine, une consultation est prévue entre l'équipe de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et l'équipe israélienne afin de discuter des moyens de sortir de cette impasse. Passons maintenant à l'attaque menée par les forces de défense israéliennes au Yémen la semaine dernière. Jeudi soir, des informations ont fait état d'une nouvelle frappe de l'armée de l'air israélienne au Yémen dans le cadre de l'opération Lucky Drop. Des renseignements précis avaient été transmis au service de renseignement des forces de défense israéliennes plus tôt dans la semaine, selon lesquels de hauts responsables du régime houtiste se préparaient à se réunir pour regarder ensemble le discours du chef houtiste Abdel El-Malik El-Houthi.
Compte tenu du lieu de ce rassemblement, une formation d'avions de combat a décollé d'Israël à destination du Yémen, utilisant une ruse qui a permis aux appareils d'atteindre secrètement Sanaa, la capitale des Houthis, située à 2000 km d'Israël, et de frapper avec au moins 10 munitions le bâtiment dans lequel les hauts responsables Houthis s'étaient réunis. À l'intérieur du bâtiment se trouvaient vraisemblablement au moins 10 hauts responsables du régime terroriste Houthi et de ses rangs politiques. Le chef des Houthis, Abdel el-Malik el-Houthi, n'était pas la cible de la frappe, mais le chef d'état-major des Houthis, Mohamed el-Omari, ainsi que le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur des Houthis, se trouvaient également dans le bâtiment selon toute vraisemblance. Les forces de défense israéliennes ont confirmé samedi soir que le premier ministre Houthi avait été éliminé lors de cette frappe, ainsi que d'autres hauts responsables qui l'accompagnaient. Le communiqué officiel a ensuite déclaré que parmi les infrastructures se trouvaient des hauts responsables chargés de l'emploi forcé, du renforcement militaire du régime terroriste Houthi et de la promotion de plans terroristes contre Israël, en plus des hauts responsables Houthis occupant d'autres postes clés. La frappe a été rendue possible par l'exploitation d'une opportunité de renseignement et une fermeture opérationnelle rapide de la boucle qui a eu lieu en l'espace de quelques heures. L'évaluation de la situation concernant les résultats de la frappe se poursuit, y compris la vérification de la présence d'autres commandants militaires de haut rang. L'armée israélienne continue d'agir avec détermination pour éliminer toute menace pesant sur les citoyens de l'État d'Israël, comme elles le font et continuent de le faire dans la bande de Gaza et dans d'autres zones. Plus tôt, la présidence houtiste au Yémen avait annoncé la mort du premier ministre Ahmed Reheb al-Rawawi et de plusieurs ministres de haut rang. L'annonce précise que d'autres ministres ont été blessés, certains dans un état grave et d'autres dans un état modéré. Dans cette annonce, les Houthis ont menacé que le sang des martyrs constitue un carburant et un moteur pour la poursuite de notre chemin. Que pensez-vous de tout cela? Ce coup dévastateur porté aux hauts dirigeants ne fera-t-il que rendre les Houthis plus dangereux? Laissez-moi savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires. Dans tous les cas, il a également été rapporté que les Houthis ont lancé une vague d'arrestations contre des personnes soupçonnées de collaborer avec Israël et de diffuser des photos ou des informations sur la frappe, tout en publiant des avertissements sévères contre toute couverture médiatique de ces frappes imminentes. Mes amis, ici, à TBN francophone, nous ignorons fièrement ces avertissements et continuons à rendre compte de chaque développement dans cette affaire. Nous vous invitons à faire partie de l'équipe en continuant à diffuser la vérité, à la partager et à la suivre. Chaque fois que quelqu'un clique sur « J'aime », laisse un commentaire et s'abonne à cette chaîne YouTube, cela nous aide vraiment. Nous allons maintenant passer à l'histoire d'une autre opération légendaire d'un commando de Tsahal, cette fois-ci en Syrie. Au cours d'une série d'opérations nocturnes menées ces derniers jours dans le sud de la Syrie, les forces de la 226e brigade, sous le commandement de la 210e division et en coopération avec les enquêteurs de terrain de l'unité 504, ont procédé à l'arrestation d'un certain nombre de terroristes qui se livraient à des activités terroristes contre nos forces dans le sud de la Syrie. Lors des perquisitions effectuées par les forces, des armes ont été trouvées dans les zones où ils opéraient. Le bureau du porte-parole de Tsahal a publié un communiqué indiquant que les forces de la division 210 continuent d'être déployées dans la région et s'efforcent de contrecarrer les tentatives des éléments terroristes de s'implanter dans la région dans le but d'assurer la sécurité des citoyens de l'État d'Israël. La confirmation officielle fait suite à des informations parues ces derniers jours concernant une opération exceptionnelle menée en Syrie qui aurait impliqué le débarquement de forces israéliennes après la découverte de munitions, d'installations et d'autres équipements militaires dans la région d'El-Kizawatch, non loin de Damas. Selon des sources étrangères, l'opération a eu lieu pendant les contacts diplomatiques entre le régime d'Abu Muhammad al-Julani en Syrie et Israël concernant un accord de sécurité. Les Syriens ont signalé une activité inhabituelle au sol et, contrairement à la tendance observée ces derniers mois, les forces de défense israéliennes ont cette fois préféré revenir à une ambiguïté partielle jusqu'à l'annonce d'aujourd'hui.
Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir informés de chaque développement. Nous passons maintenant la parole à Mati Shoshani, analyste senior pour le Moyen-Orient chez TBN, qui nous donnera son point de vue sur les informations provenant d'Iran concernant les troubles internes massifs et les efforts d'Israël pour aider le peuple iranien à se libérer de ce régime malfaisant. Mati, c'est à vous. Merci, Yair. Parlons de deux développements très spectaculaires qui se produisent actuellement avec les Iraniens. Le premier est le mécanisme du retour des sanctions automatiques qui sont en train de se mettre en place en très peu de temps. Et le deuxième est un article dans le très célèbre quotidien New York Times qui révèle comment le Mossad israélien a réussi à traquer et à éliminer autant de dirigeants iraniens pendant la guerre des 12 jours en juin dernier. Prenons donc ensemble quelques minutes pour analyser tous ces développements spectaculaires qui se déroulent en ce moment même avec les Iraniens. Commençons par la manière dont Israël a pu localiser précisément les responsables iraniens pendant l'offensive de juin dernier contre l'Iran. Voici un rapport qui vient d'être publié. Le New York Times a rapporté que les responsables israéliens, par l'intermédiaire du Mossad, ont pu suivre les Iraniens en utilisant, écoutez bien, la localisation de leur garde du corps et non celle des responsables. En effet, bien avant l'attaque de juin contre l'Iran, le gouvernement iranien avait prévenu ses hauts responsables et ceux qui risquaient d'être pris pour cible par les forces de défense israéliennes, leur demandant de ne plus porter leur téléphone portable sur eux afin de ne pas pouvoir être localisés. Mais ce qu'ils ont oublié de faire, c'est de retirer les téléphones et d'empêcher le suivi des gardes du corps qui accompagnaient ces responsables. Le système est donc le suivant. Les Iraniens confisquent les téléphones portables et tous les dispositifs permettant de suivre les déplacements des officiels, mais les gardes du corps qui protègent ces personnes officielles continuent, quant à eux, d'avoir des téléphones. Non seulement ils ont leur téléphone sur eux, mais certains d'entre eux ont été surpris en train de publier en direct sur les réseaux sociaux des informations sur leur position actuelle, révélant ainsi où se trouvaient ces responsables pendant l'attaque. Le rapport poursuit en indiquant que le 16 juin, soit 4 jours après le début de l'offensive israélienne contre l'Iran, une réunion s'est tenue à environ 30 mètres sous terre, dans un bunker secret à laquelle a participé le président Massoud Pezeshkian. Israël, grâce à l'emplacement de ses gardes du corps, a pu bombarder les entrées et les sorties de cette réunion en temps réel. Aucun responsable n'a été tué, mais pensez à l'impact, pensez aux dommages psychologiques causés par le fait que le président, les hauts responsables des services de renseignement et d'autres responsables du gouvernement se trouvent dans un bunker souterrain et que, pendant cette réunion, censée être totalement secrète, des frappes de drones ou éventuellement des frappes aériennes éliminent toutes les entrées et sorties de cette réunion. Mettez-vous dans la tête de ces dirigeants pendant une seconde et imaginez à quel point c'est terrifiant, à quel point ils comprennent à ce moment-là qu'Israël a entièrement pénétré leurs organisations de renseignement, leurs emplacements exacts en temps réel. Tout cela alors qu'ils pensaient qu'Israël était incapable de les localiser. Encore une fois, la solution semble si simple avec le recul, mais en temps réel, je ne peux qu'imaginer à quel point ces personnes ont dû être terrifiées. Le rapport poursuit en indiquant que cette méthode a été utilisée pour éliminer plusieurs dirigeants du gouvernement iranien au cours de cette frappe. Permettez-moi de vous rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une opération unique. Il y a eu une série d'éliminations de dirigeants iraniens, politiques, religieux, liés au programme nucléaire et à la direction du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont tous été frappés depuis leur domicile, leur cachette secrète et même après s'être enfuis vers ce qui était censé être une cachette ou un refuge totalement inconnu dans le désert par des frappes aériennes ou des charges explosives. Cela montre le niveau de pénétration, le niveau de précision des renseignements et le fait qu'Israël a été en mesure de suivre ces personnes en temps réel. Nous pouvons supposer que d'autres informations seront publiées, mais la réalité est fascinante. Israël a pu utiliser la localisation des gardes du corps pour éliminer les cibles elles-mêmes. Il s'agit là d'un coup de maître incroyablement brillant de la part d'Israël, mais aussi d'une erreur stupéfiante de la part des services de sécurité iraniens qui ont laissé leurs gardes du corps, chargés d'assurer leur sécurité, continuer à divulguer des informations en temps réel. C'est quelque chose qu'ils auraient dû couvrir et c'est une véritable négligence de leur part. Voilà donc une grande histoire liée à l'Iran. Passons à la deuxième partie. Le prochain point important sur la table pour les Iraniens est le mécanisme de retour en arrière. Permettez-moi de vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un mécanisme qui, comme son nom l'indique, de retour en arrière qui rétablit les sanctions, les interdictions d'exporter, les interdictions de vendre et le gel des avoirs du régime iranien et de toute personne qui lui est affiliée dans le cadre du programme nucléaire.
Ces mesures ont été mises en place en 2015 pour empêcher les Iraniens de mettre en place un programme nucléaire. Au cours des années qui se sont écoulées depuis, les Iraniens ont magistralement évité négocier leur sortie des sanctions encore et encore et encore. Et bien que des sanctions leur soient imposées actuellement, elles ne sont pas suffisantes. Cet accord, mené par le groupe E3, composé de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, vise à empêcher toute forme de pression extérieure, permettant ainsi aux Iraniens de se soustraire aux sanctions et à la pression qu'elles sont censées exercer. Comment cela fonctionne-t-il? Le principe de ce mécanisme est le suivant. Si les Iraniens ne permettent pas à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, de superviser et d'examiner de manière exhaustive leur programme nucléaire, ces pays ont alors la possibilité de rétablir toutes les sanctions. Et croyez-moi quand je vous dis que ces sanctions sont douloureuses et coûteuses pour les Iraniens. Ils, je parle du gouvernement bien sûr, veulent les éviter à tout prix et ont pris de nombreuses mesures pour faire croire qu'ils tentent en quelque sorte de contrecarrer ces sanctions qui leur sont imposées. Ils se sont désintéressés des négociations. Ils ont tenté de négocier avec les Américains et ailleurs. Ce que nous savons à ce stade, c'est que les Iraniens ne sont absolument pas intéressés par la négociation d'une partie quelconque de leur programme nucléaire et qu'ils ont l'intention de continuer jusqu'à ce qu'ils soient sanctionnés ou physiquement arrêtés. Aujourd'hui, une grande partie de leurs installations nucléaires ont été endommagées, ainsi qu'une partie de leur stock d'uranium enrichi, mais ils détiennent toujours une quantité importante d'uranium enrichi à environ 60%, ce que nous appelons le seuil permettant d'obtenir de l'uranium de qualité militaire. En outre, ils ont recommencé à essayer de renouveler, de reconstruire et de reconstituer certaines de leurs installations nucléaires. Et ils n'ont permis à aucun superviseur de l'AIEA d'atteindre les installations en Iran. C'est pourquoi les E3, c'est-à-dire les Français, les Allemands et les Britanniques, font pression pour que ces sanctions soient imposées. En coulisses, il y a toute une série de mesures supplémentaires liées au gouvernement américain ou, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et de différents membres du département d'État, y compris le président Trump, des pressions sont exercées sur les ministres des Affaires étrangères et les gouvernements de ces pays afin de s'assurer que, lorsque le moment sera venu de réimposer ces sanctions, elles le soient avec toute leur force. Et croyez-moi, les Iraniens sont terrifiés à l'idée que cet événement se produise. Ils savent qu'il est imminent, qu'il est prévu dans quelques semaines, la 3e semaine de septembre, et qu'il sera alors irréversible jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Le mécanisme est structuré de telle sorte que les autres membres du Conseil de sécurité, éventuellement les Russes ou les Chinois, ne puissent pas exercer de pression dans différentes directions et empêcher le mécanisme de rétablissement des sanctions de se déclencher. Il y a maintenant un moyen de contourner ce problème. Les Russes, les Chinois et d'autres pourraient acheter du pétrole aux Iraniens, ils pourraient transférer des fonds d'une autre manière, mais en réalité, cela met en place une quantité très importante de dommages à un rythme très rapide, d'une manière très dramatique pour le gouvernement iranien, et ils veulent l'éviter. Alors que cette semaine commence, nous voyons les Iraniens soumis à une pression incroyable, la menace imminente du mécanisme de rétablissement des sanctions et en même temps l'incroyable histoire de la façon dont Israël a réussi à éliminer des dirigeants du CGRI, des dirigeants du gouvernement iranien, grâce à la localisation de leur garde du corps. Cela montre la faiblesse et la mauvaise planification du côté iranien, mais aussi le brio du Mossad israélien qui a su éliminer des gens pendant l'offensive de juin contre les Iraniens. Revenons à Yair Pinto. Je vous remercie beaucoup, Mati Shoshani, d'avoir apporté de la clarté à cette époque très intéressante que nous vivons. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements dans ce domaine, alors continuez à répandre la vérité. Partagez et suivez-nous, et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » ou « Faire un don » afin que nous puissions créer davantage de vidéos dans le style Boots on the Ground depuis Israël. Je dois maintenant vous raconter comment, discrètement et sans grande publicité, la direction du renseignement des forces de défense israéliennes se reconstruit et restaure ses capacités dans les différents domaines de combat. De profonds changements géopolitiques sont en cours au Moyen-Orient et, alors que la région est en pleine mutation, Aman, l'agence de renseignement israélienne, est confrontée à des défis considérables. Selon des publications parues ce week-end en Syrie, un commando israélien a été débarqué dans la nuit de mercredi à jeudi à l'intérieur d'une base militaire à Al-Kisawak, au nord de Damas, sous le couvert de frappes aériennes.
Selon des sources syriennes, les soldats sont restés dans la base pendant environ 2 heures, au cours desquelles ils se sont emparés d'un grand nombre d'équipements électroniques, apparemment des systèmes apportés sur place par l'armée turque. Il n'y a eu aucun commentaire officiel de la part de l'armée israélienne ou des instances politiques sur ces informations, Israël cherchant à conserver une marge de manœuvre pour pouvoir nier de manière plausible et éviter ainsi une nouvelle détérioration de ses relations avec le gouvernement al-Joulani ou la Turquie. Quelques heures après l'activité près de Damas, des avions de l'armée de l'air israélienne ont frappé des cibles du Hezbollah au Liban. Parmi ces cibles figuraient un lanceur de missiles, des dépôts d'armes et d'autres infrastructures militaires que le Hezbollah tente de remettre en état. Au cours de l'année écoulée, la direction du renseignement a travaillé sans relâche pour empêcher le Hezbollah de se reconstituer. Les actions menées par les forces de défense israéliennes ont permis d'éliminer près de 300 terroristes du Hezbollah et de localiser des stocks d'armes et des lanceurs. Elles ont nécessité des renseignements précis et la capacité de pénétrer les réseaux internes de l'ennemi à tous les niveaux et à tous les échelons. C'est en grande partie grâce aux efforts d'Israël que le Hezbollah n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a encore 1 an, le Hezbollah était considéré comme une puissance militaire majeure au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il peine à maintenir sa position au Liban et pourrait même être sur le point d'être complètement détruit par l'armée nationale libanaise. Nous suivrons cette affaire de près et vous tiendrons au courant des derniers développements. Et en parlant des derniers développements, comme je l'ai mentionné plus tôt dans le rapport, presque au moment même où les forces de défense israéliennes menaient ces opérations dans le nord, des avions de l'armée de l'air ont parcouru plus de 2000 km pour se rendre à Mélat afin de porter un coup écrasant au régime houtiste yéménite. La plupart des gens ne peuvent même pas imaginer l'ampleur de ces réalisations, même si l'on se réfère aux nombreuses victoires extraordinaires remportées par Tsahal au cours des générations précédentes. Jusqu'à il y a environ 2 ans, Israël n'avait pas construit de réseau de renseignement au Yémen. Il s'agit d'un État du 4e cercle qui n'a aucun lien avec les tensions vis-à-vis d'Israël. Cependant, dès lors qu'ils ont commencé à agir contre Israël pour le compte de l'Iran, Amman, les services de renseignement israéliens et le Mossad ont dû mettre en place un vaste réseau de renseignement pratiquement à partir de zéro. Cela a été très difficile car la situation au Yémen est très chaotique et même les Houthis ne contrôlent pas totalement leur propre territoire. Les Houthis ont donc réussi à survivre à la guerre avec l'Arabie saoudite, aux frappes des États-Unis et aux frappes israéliennes. Mais Israël comprend que seules des informations de qualité qui permettront de cibler les activités des centres de gravité des gouvernements et de l'appareil militaire du régime houtiste permettront de mener à bien une double action. Il s'agira avant tout d'une mesure dissuasive à l'égard du régime houthi, mais aussi à l'égard de l'Iran et de toute la région, ainsi que d'une mesure punitive à l'encontre des dirigeants de l'organisation qui défie Israël depuis près de 2 ans maintenant. Israël est devenu le gendarme du Moyen-Orient et comme dans toute opération de maintien de l'ordre, le renseignement joue un rôle central dans la réussite. Le 7 octobre 2023, la direction du renseignement de Tsahal a échoué lamentablement contre le Hamas. Le 8 octobre, les forces de défense israéliennes ont dû reconstruire ce qui avait été si durement frappé et cela a été fait en pleine guerre sur 7 fronts différents. Les événements de la semaine dernière prouvent que tout cela a été accompli en dépit d'une pression incroyable exercée sur Israël dans de nombreux domaines. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir informés de chaque développement dans cette affaire, alors continuez à diffuser la vérité, partagez, suivez-nous, cliquez sur le bouton « Faire un don » et surtout, priez. Priez pour la paix en Israël. Priez pour les soldats de Tsahal qui se préparent à entrer dans la ville de Gaza. Priez pour que les otages soient libérés du contrôle du Hamas. Priez pour toutes les vies innocentes qui sont affectées par ces régimes terroristes et continuez à prier pour la paix à Jérusalem.